Bien, donc, tout comme Jérôme, hein, j'ai distribué également un exemplier et j'ai quelques documents aussi qui figurent sur le PowerPoint. Alors, la question que je vais aborder aujourd'hui est la suivante. Comment l'Empire romain, qui comprenait des peuples, populi, gentes, ethne, des cités de type très divers, que ce soit donc des colonies, des municipes, des civitates, des poleis, et les communautés villageoises dépendantes, a-t-il géré cette incroyable hétérogénéité qui peut inclure, selon moi, jusqu'au royaume client, si l'on prend en compte la notion de gradient d'appartenance, très corrélée dans l'Empire romain avec la zone d'intervention fluctuante de l'imperium des magistrats romains. À la lecture des sources épigraphiques et littéraires, pour l'essentiel, il m'a semblé voir une très forte corrélation entre la question des communautés et celle des statuts, dans la mesure où le droit joue un rôle capital dans la définition des groupes sociaux et dans leur métamorphose. Dans une société très hiérarchisée, normée par le droit, il est possible de passer d'une communauté à une autre et d'accéder de la sorte à une plus grande intégration dans l'Empire, à condition de franchir un certain nombre de seuils. Dans un second temps, j'examinerai comment la bigarrure linguistique qui caractérise l'Empire romain et qui correspond évidemment à la multiplicité des communautés qui y vivent, a été gérée administrativement et politiquement par un bilinguisme officiel qui a favorisé le latin et le grec aux dépens des autres langues, mais aussi des autres écritures. Auparavant, il me semble utile de donner une définition, évidemment forcément rapide et incomplète, de ce qu'est l'Empire romain. D'un point de vue spatial, c'est la sphère d'influence de Rome et de ses magistrats, ou pro-magistrats. Lorsque les Romains caractérisaient l'étendue de leur domination, ils se servaient de la notion d'imperium. Or, ce terme est institutionnel. L'imperium, c'est le pouvoir de commandement, pouvoir d'être obéi, pouvoir de vie et de mort, exercé par un magistrat sur des pérégrins, mais aussi sur des citoyens romains, y compris des soldats. Le mot imperium, à l'origine du terme empire, qui suppose une étendue, n'a pris que très tardivement une signification explicitement spatiale, pas avant Auguste. Avant Auguste, l'Empire romain, exprimé par la formule Imperium Populi Romani, c'est la zone d'intervention effective ou potentielle de l'imperium des magistrats romains. Alors, effective, parce que l'Empire romain équivaut à la totalité des lieux où s'exerce le pouvoir d'un gouverneur, nommé par le Sénat, puis plus tard par le Sénat et le prince, dans le cadre d'une provincia, en grec éparcheia, c'est-à-dire, primitivement, la sphère d'influence d'un gouverneur, mais aussi potentielle, car les zones tampons, dirigées par des rois clients qui règnent sur des sujets, sont détenues par des rois alliés et amis de Rome de façon précaire. Il suffit qu'un général, un préteur, un consul, reçoive du Sénat de Rome une provincia pour déposer le roi, pour que celui-ci soit remplacé par un alter ego, plus soumis à Rome, moins remuant, ou encore que l'ancien royaume devienne une province. Le géographe Strabon est très clair. Je le cite, « De tous les pays qui composent l'Empire romain, les uns sont gouvernés par des rois, les autres, sous le nom de province, relèvent de Rome même, qui y envoie ses préfets et ses questeurs. Il faut comprendre ainsi que les frontières administratives ne coïncident pas avec les frontières politiques de l'Empire. Ces dernières décrivent un ensemble plus vaste
qui inclut les principautés vassales. L'imperium est une domination qui s'exerce avant tout sur des peuples plutôt que sur des territoires. On peut même se demander si l'Empire romain a une frontière. Lorsqu'on lit Ovide, Gentibus est ali stellus data limite certo, Romanae spatium est urbis et orbis idem, donc c'est dans les fastes. Aux autres peuples a été donné un territoire limité. La ville de Rome et le monde ont la même étendue. Il existe bien pour les Romains des externae gentes. Ils ont même un territoire qui, par définition, est limité. Par contraste, le destin de Rome est de conquérir le monde entier. On trouve là la thèse d'un imperium sine fine qui est en vogue dans l'entourage d'Auguste. Ce qui signifie qu'il existe un peuple maître du droit, absolument libre, en théorie du moins, de s'étendre indéfiniment. Et il y a cette phrase de Théodore Mommsen, très ancienne. Mommsen écrivait à ce propos que la frontière de l'Empire romain n'est que, je le cite, l'onde extrême de rayonnement d'un centre autoritaire et conquérant. Nous avons en fait des illustrations concrètes de cette formule lorsque Claude conquiert en 43 la Grande-Bretagne, Trajan la Dacie, Septime Sévère la partie occidentale de la Mésopotamie. Autrement dit, c'est bien qu'il y ait un concilium, mais c'est un personnage seul, le prince, qui décide si, oui ou non, l'Empire romain doit s'étendre. Donc, premier point, la question des communautés et des statuts. On peut saisir la corrélation entre peuple et statut en examinant une inscription très célèbre, le trophée de la Turbie dans les Alpes. Alors, la dédicace du trophée, cette dédicace est un document très privilégié puisque le texte est très bien conservé. Dans une inscription, il a par ailleurs été transmis intégralement par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Auguste, je résume les choses, Auguste considère qu'il a vaincu tous les peuples alpins et élève au point le plus haut de la Via Iulia, à la Turbie actuelle, au-dessus de Monaco, un trophée monumental sur un haut podium de 10 mètres, qui porte donc sur sa face orientale une grande inscription. Y sont indiqués les noms de 45 peuples alpestres vaincus dans les dernières campagnes. Alors, je vais là m'intéresser à deux d'entre eux, en essayant de zoomer. Voilà, on les voit. Il s'agit donc des Trumpili et des Camuni. Ces deux peuples suivent un parcours singulier. Les Trumpili sont dans le Val Trompia, la haute vallée de la Mela, un affluent de l'Oglio, et les Camuni dans le Val Camonica, donc la haute vallée de l'Oglio. Alors, Pline l'Ancien nous apprend que ces deux peuples sont en possession du droit latin à son époque. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, à l'époque d'Auguste. Il faut y voir un signe d'assimilation. Ils sont détenteurs du ius connubium et du ius commercium et protégés par le droit romain, donc lorsqu'ils traitent avec des citoyens romains. Et donc, nos anciens peuples alpins quittent le monde des pérégrins et acquièrent un statut plus valorisé. Or, dans la mesure où Rome n'élève pas ces communautés, ou les communautés en général, à un rang supérieur sans que ces dernières ne le demandent, il est plus que vraisemblable que les Trumpilini et les Camuni ont formulé cette demande et fourni un certain nombre de preuves, telles que la bonne connaissance de la langue latine
et des pratiques politiques qui n'étaient plus claniques, mais semblables à celles qui avaient lieu dans les communautés civiques italiennes, comme par exemple un sénat local, des magistrats, un populus. Je vais maintenant utiliser une source littéraire célèbre, un extrait de la correspondance de Pline le Jeune avec l'empereur Trajan, pour montrer la métamorphose statutaire, en même temps que communautaire, du médecin de Pline le Jeune, le fameux Harpocrates. Alors le contexte est le suivant, j'en dis quelques mots. Nous sommes en 98 ou 99, Pline est un clarissime, c'est un avocat et un homme de lettres, et proche de l'empereur Trajan, mais il n'a pas encore accédé au consulat. Il accède au consulat en 100 après Jésus-Christ. De santé fragile, il fait appel à un médecin égyptien, Harpocrates, affranchi d'une égyptienne, une certaine Thermoutis, décédée depuis longtemps, et souhaite le récompenser en obtenant pour lui la citoyenneté romaine. Harpocrates est un médecin talentueux qui a soigné Pline soit à Côme, soit à Rome, mais son statut est en fait peu enviable. En premier lieu, parce que son manumissor, Thermoutis, provient d'une communauté dépréciée, celle des quelques 8 millions d'Égyptiens. Là, je me fonde sur les études de Joseph Mélez, Mordrewski, qui estime la population égyptienne à cette époque à environ 8 millions de personnes. Donc c'est 8 millions d'Égyptiens qui, quel que soit leur niveau de richesse, est accablé d'impôts, qui sont soumis à une administration tatillonne et qui, par ailleurs, ne bénéficient sur le continent d'aucune citoyenneté. Le rêve des Égyptiens, les plus entreprenants, est d'accéder à la citoyenneté alexandrine, qui offre certains avantages fiscaux et qui ouvre l'accès à la cité romaine. De plus, mais ce n'est pas le point que je discuterai, ici, il a été fort longtemps discuté, Harpocrates est un affranchi, et Pline mentionne la mort de sa patronne, mais il élude, tout du moins ne mentionne pas, la possible existence d'héritiers directs. C'est important parce que s'il y avait encore des héritiers, eh bien, l'affranchissement ne pourrait pas avoir lieu et les héritiers auraient encore des droits sur l'affranchi. Alors, Harpocrates, en tant qu'affranchi d'une pérégrine, est de condition pérégrine et bénéficie donc d'une libertas iure gentium et non d'une libertas iure curitum. Alors Pline ne peut pas racheter un homme libre pour l'affranchir donc ex iure curitum, et la seule possibilité qui s'offre à Harpocrates est de bénéficier de la recommandation, du suffragium, d'un proche de l'empereur. Maintenant, si l'on prend un peu de recul, ce passage de la correspondance de Pline donne à voir une société très cloisonnée, où l'on passe difficilement d'une communauté à une autre, ici la communauté des Égyptiens, à la communauté des citoyens romains, avec, à titre exceptionnel et de façon rétroactive, l'appartenance à la communauté très fermée des citoyens alexandrins. Combien de personnages ont-ils pu être soutenus dans ce genre de démarche par des chevaliers ou des sénateurs en cours et bénéficient ainsi de l'indulgentia impériale qui se manifeste par l'octroi de la citoyenneté diritane? Très peu, assurément. Maintenant, les autorités romaines, les empereurs, ont souhaité parfois inclure dans la communauté des citoyens romains l'élite d'un certain nombre de tribus, sans que celle-ci renonce à ses coutumes, aux fonctions qu'elle exerçait localement, ou plus encore à son droit local. En guise de réciprocité, ces derniers ne pouvaient être exemptés des impôts dus à Rome. C'est ce que montre de façon définitive l'inscription de Banaza. Alors,
qui figure dans l'exemplier. La table de bronze, là, donc, vous la voyez. Je ne dis rien à propos du lemme de l'inscription. L'inscription a été très bien publiée. Il s'agit d'une inscription trouvée en juin 1957 dans une dépendance des thermes de la colonie romaine de Banazza, non loin du forum de la cité. Et on suppose qu'elle figurait à l'origine sur le forum. La table, comme vous le voyez, réunit 3 textes différents. Premier texte, une lettre des empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus au gouverneur de Maurétanie-Tingitane, Coïdius Maximus, faisant suite à une requête que celui-ci a transmise et accordant la citoyenneté romaine à un Zegrensis, c'est-à-dire à un membre de l'importante tribu berbère des Zegrenses, qui a soutenu militairement Rome lors des graves événements militaires qui ont eu lieu en 172-173. La citoyenneté est accordée à un certain Julianus et à son épouse Zidina et à leurs enfants, dont un qui se nomme Julianus et qui sera concerné par la seconde lettre. L'initiative provient de Julianus, qui a effectué la demande, c'est-à-dire un libellus, ce qui signifie que l'accès à la citoyenneté romaine est un privilège très recherché. Deuxième document, une lettre des empereurs Marc Aurèle et Commode au gouverneur Vallius Maximianus, accordant sur l'intervention de son prédécesseur, Epidius Quadratus, la citoyenneté romaine à l'épouse d'Aurelius Julianus, fils, et à leurs enfants. Elle est antérieure de quelques mois à l'inscription qui suit et doit dater de 177. Et enfin, dernier texte, un extrait du Commentarius impérial, c'est-à-dire du registre des collations des personnages qui ont accédé à la citoyenneté romaine. Y sont consignés les noms de Fagura, l'épouse de Julianus, fils, ainsi que ceux de leurs enfants avec les âges. La décision a été prise très exactement le 6 juillet 177, nous bénéficions là d'une date consulaire, et cette décision, prise par les empereurs, a été validée par 12 personnages qui figurent parmi les plus puissants de l'Empire. Ils sont acteurs de l'acte, du texte, puisqu'ils sont au nominatif. Ce sont en fait des membres du Conseil du Prince. Il y a parmi eux 5 consulaires de très haut rang qui connaissent bien l'Afrique. Le 6e a été responsable de la correspondance impériale avant d'être électé au Sénat parmi les consulaires. Il y a aussi un ancien préfet du prétoire, les 2 préfets du prétoire en exercice, dont l'un, Pérénice, déclaré ennemi public en 185, a vu son nom effacé, raison pour laquelle vous avez une rasura sur la table de bronze. Et enfin, 3 juristes, chevaliers ou sénateurs proches des princes. Un mécanisme fondamental permettant l'accession des communautés pérégrines les plus éloignées du mode de vie urbain est mis à plat dans ces textes. Le père, comme le fils, appartiennent à une tribu, celle des Zegrenses, en contact avec le monde romain, et même en partie en contact avec le monde urbain, puisque les Zegrenses sont situés au nord de la colonie de Banazza, sur les pentes du Rif. Je remarque que le père, qui a combattu aux côtés de Rome, possède un idionyme latin, de même que ses enfants. Il est donc perméable à la culture romaine, et il est possible que sa requête ait été rédigée en latin. Les enfants de son fils, Julianus, qui doit être l'aîné,
portent à leur tour des noms latins. Cela dit, le fils, pourtant civis Romanus, par ses parents, n'est pas rattaché à l'une des 35 tribus romaines, et il ne porte pas non plus les duonomina. Un Aurelius Julianus aurait été possible, par exemple. Alors, quelle est la cause de la rédaction de la seconde lettre? Julianus, fils, citoyen romain, a épousé une pérégrine, Fagura. Ses enfants sont donc des pérégrins. Pour que les siens aient son statut, il doit solliciter une indulgentia impériale, et ce beneficium n'a pas été obtenu immédiatement, puisqu'il lui a fallu obtenir le soutien du procurateur Epidius Quadratus, puis l'aide, dans un deuxième temps, de son successeur, Maximianus. On retrouve ici d'ailleurs un phénomène déjà observé lors de l'examen de l'accès du médecin Harpocras à la cité romaine, l'accès parcimonieusement accordé à la citoyenneté romaine viritane, qui n'est possible que grâce au soutien de hauts personnages. Un sénateur bien en cours comme Pline le Jeune, ou dans le cas présent, deux gouverneurs de rang équestre de la Mauritanie tingitane. Il faut enfin, pour que cette séquence libellus plus commendatio aboutisse, que l'empereur donne son accord, en présence ou non d'ailleurs, de son conseil. Le conseil n'est sans doute pas décisionnaire en dernière instance, puisque l'empereur peut aller à l'encontre de l'avis majoritaire, mais là, en l'occurrence, le conseil a été favorable à l'octroi donc de la citoyenneté à la famille de Julianus fils. Et pour clore le processus, on retrouve un moment clé que l'on retrouve à la fois dans le dossier d'Harpocras et dans le présent dossier. Il faut que la décision soit enregistrée dans le registre des collations disposé dans les locaux de la chancellerie impériale, dans laquelle figurent tous les personnages qui, depuis Auguste, ont bénéficié de l'octroi personnel de la citoyenneté romaine. Lorsque les membres du Conseil signent, on peut supposer qu'ils étaient favorables à la décision. Ici, ces spécialistes de l'Afrique ont jugé bon, donc, d'accorder la cité romaine aux enfants de Julianus fils, sans doute pour rattacher davantage le prince des Egrenses à la cause romaine. Alors, cette liste des empereurs du Commentarius, Civitate Romana Donatorum, est curieuse, puisque peut-être avez-vous été étonné par le fait que les damnati y figurent. Et il n'est pas question, visiblement, de revenir sur leur décision. Il est impossible d'ôter la cité romaine à titre rétroactif. Ce point n'a pas été, à mon sens, suffisamment souligné. Ensuite, les noms d'Othon et de Vitellius sont omis, alors qu'ils ont reçu une investiture régulière. Peut-être est-ce parce qu'ils n'ont pas octroyé la citoyenneté à titre individuel. Sur le fond, maintenant, les nouveaux citoyens romains ne sont pas coupés de leur communauté d'origine grâce à la clause de sauvegarde que l'on retrouve à plusieurs reprises, qui est la suivante: sans qu'ils aient à abandonner le droit de leur tribu, texte 1, nous lisons par deux fois Salvo iure gentis, autrement dit, le droit romain ne s'appliquera pas chez les Egrenses, seul le droit antérieur régira la communauté. En revanche, les Juliani pourront bénéficier des avantages de la citoyenneté romaine s'ils souhaitent faire affaire avec les Romains, et sont assurés que les enfants de leurs enfants, s'ils épousent des Romains, des Romaines, seront à leur tour Romains. Ils peuvent bénéficier de l'opsiophorie, être jugés dans leur communauté, ou, s'ils le souhaitent, par le procurateur, selon leur choix. Ils n'échappent pas
cependant à l'impôt romain, à l'exception évidemment, ça reste à discuter, mais je pense qu'il n'échappe pas aux impôts, à l'exception de la capitation. Je vois mal des néo-citoyens romains payer la capitation, donc à mon sens, ils ne la paient plus. Une question se pose pourtant. Vous voyez, ces Egrenses jouissent d'une très grande autonomie politique, militaire, mais aussi ethnologique, puisque dans le cadre clanique, celui de la familia, n'est absolument pas remis en cause. Donc, la question est la suivante, quel est leur intérêt réel à accéder à la citoyenneté romaine, qui plus est, en faisant montre d'une certaine constance, puisque, d'une part, le père comme le fils ont eu le même dessein, tandis que Julianus, fils, a fait campagne auprès de 2 gouverneurs successifs pour obtenir la cuitas romana pour ses enfants. Il faudrait examiner de près le contexte africain pour répondre précisément à cette question. Quelle était, par exemple, la nature des relations entre les Egrenses et les habitants de la colonie romaine de Banasa, par exemple? À première vue, je dirais que c'est l'éclat, le prestige de la citoyenneté romaine qui accordait aux pérégrins la citoyenneté du vainqueur, qui me paraît être l'élément d'explication le plus satisfaisant. La connaissance de cette clause de sauvegarde a joué un rôle éminent dans la recherche en histoire romaine, puisque selon William Seston et Maurice Eusna, les 2 éditeurs de la table de Banasa, alors là, alors, il y a l'inscription de Valdurne, mais il y a également un petit texte qui figure normalement de façon lisible. Alors, cette clause de sauvegarde semble présente dans l'édit de Caracalla. Donc, dans le papyrus Guiesem 40, on trouve cette séquence, que vous lisez, Didomini toinun, apassin, xenois, tois kataten, oikumenen, politeian, romaion, menontos, tudikaiou ton, politomaton, ce qui serait en fait la traduction de la formule latine do omnibus peregrinis qui in orbe terrarum sunt civitatem romanam salvo iure civitatum. Et vous avez donc, vous l'aurez traduit vous-même. Alors, j'y reviendrai en conclusion, mais j'aborde maintenant le deuxième point qui sera traité de façon beaucoup plus brève, qui concerne donc la bigarrure linguistique et le bilinguisme officiel. Les Romains, on le sait, étaient très conscients du très grand nombre de langues qui étaient parlées dans l'Empire. Pline l'Ancien rapporte que l'on pratiquait 130 langues ou dialectes dans la seule région nord-orientale de l'Anatolie. Strabon avançait un chiffre moins élevé, mais considérable, 70. Rome est elle-même une ville plurilingue et pluriethnique. À la fin de la République et au début de l'Empire, Rome est perçue comme une cité qui comporte plusieurs communautés étrangères de langue grecque, d'Égypte, de Syrie, d'Asie mineure, de Palestine. Cicéron écrit que Rome est une cité fondée du concours des nations, ou, selon la traduction d'ailleurs, d'un conglomérat de nations. Sur les murs de Pompéi, des graffitis rédigés en saphaïtique, qui est un dialecte d'Arabie du Nord, témoignent de la présence de Bédouins. Vous avez également des langues celtiques, germaniques, africaines, asiatiques, qui avaient leur place non seulement dans l'Empire romain, mais aussi à Rome même. Et je précise que nous simplifions grandement la réalité lorsque nous parlons du latin au singulier ou du grec au singulier, puisqu'il existe en fait
bon, évidemment, des grandes nuances dans la façon donc, de parler latin et grec. S'il existe des inscriptions rédigées en plusieurs langues à destination des dignitaires romains, ainsi l'inscription rédigée en 29 avant Jésus-Christ à la gloire d'un certain Publius Cornelius Gallus, le premier préfet d'Égypte, rédigée en latin, en grec, mais aussi en égyptien hiéroglyphique, les inscriptions officielles, voilà où je vais en venir, les inscriptions officielles administratives qui gravent sur des matériaux pérennes des courriers transmis à la chancellerie impériale ne sont gravés en retour qu'en latin ou en grec. Ce phénomène, qu'il faut éclairer, a assurément canalisé l'expression des nombreuses populations qui composaient l'Empire. On connaît le bon mot prononcé par Trimalcion dans le Satyricon, le Pétrone, j'ai 3 bibliothèques, une grecque, une latine. C'est-à-dire que les autres langues n'accèdent pas à un statut noble digne de figurer dans les bibliothèques, car l'Empire est gréco-romain. Alors, comment expliquer le bilinguisme de l'Empire romain et de façon seconde l'hégémonie dans l'épigraphie administrative du grec et du latin? On peut, selon moi, avancer 3 arguments. Un argument pragmatique, tout d'abord. En Occident, les Romains ont tenu pour barbares les langues locales. Il leur parut naturel que le latin s'impose, alors qu'il n'était pas possible d'agir de même en Orient, car la conquête d'Alexandre avait promu le grec au rang de lingua franca en Anatolie, tout comme au Proche-Orient, même si les parlers locaux restaient vivaces. Le grec est utilisé par les étrangers, romains compris, comme la langue de communication pour la diplomatie, le commerce, et le grec était aussi la langue de culture de la bonne société romaine. Deuxième argument, il existait 2 traditions diplomatiques très différentes, la grecque d'une part, la romaine d'autre part, qui étaient peu compatibles. Il existe dans le monde grec d'anciennes traditions diplomatiques, polyades déjà, mises en place avant même la conquête de l'Orient par Alexandre, et qui se développent ensuite dans les royaumes hellénistiques. À Rome, il existe une pratique diplomatique influencée, semble-t-il, par des formulaires étrusques, dans le domaine de l'archivistique, par exemple, avec les libri lintei, les livres de l'an. Alors, si on compare ces 2 traditions, il semble que les rédacteurs des correspondances royales étaient des lettrés, usant d'un vocabulaire raffiné et de codes rhétoriques empruntés à la sophistique. À l'inverse, la diplomatique romaine paraît avoir été plus fruste, simple, au point que Pline le Jeune, exerçant à Rome une magistrature du cursus honorum, il est préfet du Trésor. Alors on ignore s'il était préfet du Trésor de Saturne ou préfet de l'Aerarium Militare. Donc, en tout cas, Pline se plaint de ce qu'il lit des in litteratissimae litterae, c'est difficile à prononcer, c'est-à-dire littéralement des lettres très illettrées. Alors, pour s'adresser aux cités et au peuple jadis régi par des rois et désormais soumis à Rome, il fallait que la chancellerie impériale rédige, à destination des orientaux, des décrets, des rescrits, écrits ou retranscrits dans un grec d'une bonne qualité littéraire. Enfin, 3e élément d'explication, avant de conclure, après des tâtonnements, l'empereur Claude, 41-54, organise une chancellerie impériale cohérente, dirigée par des affranchis, et parmi ces bureaux, ces scrinia, figure le bureau A Libellis, le bureau des requêtes, dirigé par Polybe, puis par Calliste. Or, ce bureau qui reçoit donc des requêtes de tout l'Empire a 2 têtes, 2 chefs de service, qu'on appelle des proximi. L'un s'occupe de la documentation latine, l'autre de la documentation grecque. Sous les Flaviens, à la fin du règne de Domitien plus exactement, le bureau Ab Epistulis est scindé en 2. L'un donc s'appelle bureau Ab Epistulis Latinis, d'une part, et l'autre, le bureau Ab Epistulis Graecis.
Il s'agit donc là d'une officialisation d'un bilinguisme d'État. On ne peut contacter, et cela a des conséquences très fortes, on ne peut contacter les autorités romaines et l'empereur qui décident de l'essentiel qu'en utilisant l'une ou l'autre langue. De cette manière, la pluralité linguistique est très fortement régulée et canalisée dans son expression écrite officielle. Pour conclure, j'ai juste voulu montrer, par l'inscription de Valdurne, que les gentes ne parviennent pas à échapper à une taxinomie juridique. On admet que l'édit de Caracalla accordait la cité romaine à tous les libres de l'Empire, à l'exception des Deditis. Vers 160, le juriste Gaius montre que le statut des affranchis, relevant de la lex Aelia Sentia de 4 après Jésus-Christ, dérive du statut des Deditis étrangers. Bien. À ce propos, il donne de ces derniers donc une définition. Je cite Gaius. On appelle Deditis étrangers ceux qui, ayant un jour pris les armes contre le peuple romain, l'ont combattu, puis, vaincus, ont fait leur dédition. Un peu plus loin, Gaius précise qu'il ne bénéficie d'aucun droit, seulement d'une pessima libertas, donc la moindre des libertés. Alors que montre cette inscription? Alors il y a une petite difficulté à propos de Turonie, mais le sens est assez clair, hein, c'est donc une dédicace à Fortuna. Il s'agit d'un bain qui s'est effondré suite aux assauts du temps, et un bain donc des éclaireurs Souabe, et on ne dit pas très bien, donc voilà, et des Bretons. Et vous avez des employés tribaux au bureau des Bretons d'Editis d'Alexandre, qui l'ont restauré à leurs frais, aux soins du centurion Titus Flavius Romanus. Nous avons là une date consulaire, ce qui permet de dater parfaitement l'inscription. Alors cette inscription est tout à fait importante parce qu'elle montre que 20 ans après l'édit de Caracalla, sont encore mentionnés des Deditis qui appartiennent aux populations étrangères de l'Empire, ici des Bretons, qui sont des barbares et qui durent être recrutés par Sévère Alexandre. Voilà la raison pour laquelle on les appelle donc Deditis d'Alexandre, lors de sa campagne de 222 en Bretagne. Ils ne se nomment pas eux-mêmes Bretons, mais Bretons d'Editis. C'est-à-dire que les peuples de l'Empire romain, à mon avis, n'échappent jamais véritablement à une catégorisation juridique et statutaire. Voilà. Merci.